Donc, on va passer à la suite. On va commencer à s'amuser avec la variabilisation des jeux de données. Un jeu de données qu'on verra maintenant avec les environnements. Donc, par défaut, notre projet est, je retourne sur le projet Payroom, et donc sur un environnement qui s'appelle Default Environnement. En fait, ça correspond au endpoint qu'on a défini lors de la création de notre première API. Donc, donc on retrouve en fait, si on se met sur le niveau de SOAP-UI, au niveau des requêtes, on retrouve en fait le endpoint défini ici. Donc on peut le modifier, on peut faire, voilà, on peut le modifier à la volée puisqu'on est sur l'environnement de défaut. Ce qu'on peut faire, c'est renseigner nos environnements. C'est-à-dire, on va en créer. Donc ici, hop, je reviens en arrière. Si on retourne sur donc, ici, dans la liste déroulante, configure environment, donc on peut ajouter un environnement. Donc, par exemple, je l'appelle rec4. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut soit créer un environnement complètement vide, en sélectionnant empty, ou, dans notre cas, on sait qu'on est déjà sur le endpoint rec4, donc on peut dire qu'on récupère ce endpoint existant et tous les autres credentials du projet. Donc, on sélectionne copie, OK, et donc là on a créé notre premier environnement. Donc on voit ici qu'il a créé automatiquement le endpoint pointant sur i4, donc sur l'URL qu'on utilise déjà. Et après pour le reste c'est vide et on verra le renseigner un petit peu plus tard. Alors, au niveau du endpoint, on peut venir l'éditer et également ajouter des autorisations si besoin, dans le cas où certains projets, certaines applications ont besoin de login mot de passe ou ce genre de choses. Donc ça c'est faisable. Ce qui n'est pas notre cas. Donc ce projet Rec4 existe. Donc on le voit ici, on peut le sélectionner et on voit en fait qu'il grise le endpoint. On ne peut plus du tout modifier parce qu'on se verrouille sur l'environnement. Maintenant, on va venir en créer un deuxième. Donc, je retourne sur REST service, c'est juste pour récupérer mon URL. Donc, pour en créer un deuxième, on a juste à créer ici sur le petit plus. Donc, on le nomme. Ouais. Hello. Hello, ça va, on vient de commencer. Donc on le nomme, on va l'appeler celui-ci rec3. Donc, par contre, on va le créer à vide, on ne va pas du tout prendre les credentials qui sont existants parce que du coup, on ne sait pas forcément ce qu'il y a et dans le doute, on préfère créer une coquille vide. On le crée. Et donc là, on retrouve, alors, au niveau du nom, en fait, il récupère le nom qui est défini au niveau du endpoint ici, donc ça, on peut venir le modifier. Mais donc, il a créé une nouvelle variable environnement avec un endpoint vide, parce que du coup, on lui a dit de mettre un empty. Et donc ici, on vient créer notre environnement rec3. Pareil, sans autorisation. OK. Donc ici, on est positionné sur l'environnement rec4. On voit bien que le endpoint est sur rec4. En revanche, dès que je passe sur rec3, le endpoint passe automatiquement sur l'URL rec3. Donc si j'ai bien fait, normalement, voilà, ça fonctionne. Alors, toutes mes assertions sont à fail parce que du coup, l'email que j'ai mis existe déjà. Et si je le fais avec un email qui fonctionne, on est bon. Attends, celle-là, je pense que c'est l'assertion qui est bonne. Donc ça, c'est pour la gestion des environnements. On va juste refaire un petit truc pour être propre ici. Donc, je me positionne au niveau du endpoint, du nom du endpoint ici. Je fais un F2 en fait pour le renommer et je vais l'appeler. Donc on va l'appeler par exemple Payroom. Donc ça, il n'y a aucun impact au niveau de l'URL derrière. On voit bien ici qu'on est toujours sur Rec3. Le fait de le renommer ici, déjà, c'est un peu plus propre dans le sens où on globalise un peu plus le nom du service, mais en fait, derrière, au niveau du nom du endpoint, voilà, on a un nom qui s'appelle Payroom avec un endpoint sur Rec3 et non plus un truc qui s'appelle Rec4 et qui pointait sur Rec3. Comme ça, on est un peu plus propre.
Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, on va créer un environnement JDBC. Alors, je vais juste récupérer le truc. C'était pas ici que je l'ai créé. Okay. On l'a créé, je sais plus. Pardon. Donc, voilà. Donc en plus de créer des environnements, on peut créer des connexions vers des JDBC, vers des databases. Donc, pareil, même principe, on les créera ici en mettant un plus, en enseignant les infos qu'il faut. Il y a quelques prérequis à faire avant, donc c'est pour ça que je vais revenir dessus un petit peu plus tard. Et en fait, ces bases de données seront liées aux environnements. Alors, à savoir que c'est pas comme les environnements où on a un endpoint qui change selon l'environnement sur lequel on se situe. La connexion JDBC sera valide sur tous les environnements. Il n'y aura pas besoin de la recréer par environnement. Donc c'est quelque chose d'un peu plus transverse. En revanche, on peut venir la variabiliser avec des variables projets, qui sont ici les custom properties, qui elles changent selon l'environnement où on est. Donc je vous montrerai un peu après comment on peut faire. Parce que si on sait qu'on a une base de données Rec 3 et une base de données Rec 4, pour éviter d'avoir à chaque fois à changer les requêtes à la main, on peut venir les variabiliser. Donc ça c'était pour les environnements, on va passer à la gestion des données. Donc c'est là où on va faire des trucs un peu plus sympas. Donc le point principal pour jouer avec les données, c'est le data source. On l'appelle data source. Alors là, il demande si on veut créer automatiquement, générer automatiquement les paramètres. Donc pour le moment, on met non, on va plutôt le faire à la main. Donc un data source, en fait, c'est notre step principal pour gérer les jeux de données. Donc il peut être composé de plusieurs manières. Donc soit un data connection, où du coup il utilise une connexion à la base de données liée à l'environnement. Un data generator pour générer. Je vais vous afficher à chaque fois. Donc là, ici, quand on aura une connexion JDBC, on pourra venir la choisir. Donc ça, c'est le data connection. Data generator, on vient générer des données un peu comme on le souhaite. Donc voilà, par exemple, du booléen, 10 lignes avec du booléen, avec vrai ou faux qui sont générés aléatoirement. On peut créer par exemple des villes, des adresses, des numéros de téléphone, des emails, des dates, des strings custom, des états. On peut vraiment créer un peu tout et n'importe quoi. Donc ça c'est pas mal si on veut juste faire passer des strings sans forcément vérifier le contenu. Donc directory, donc en fait on pointe sur un répertoire. Et en fait, il vient itérer sur les fichiers qui sont présents dans le répertoire. Donc, ça peut être pas mal quand on veut prendre, je sais pas, l'intégralité d'un fichier pour s'en servir comme jeu de données, on peut faire ça. Donc le classique de l'Excel, où pareil, on vient sélectionner un fichier Excel, et lui, en fait, il va venir récupérer les propriétés du fichier et se servir des valeurs dans les colonnes pour créer son jeu de données. Je vais peut-être avoir un exemple. Pas sous la main. Alors, on pourra le revoir après si vous voulez, si data source. Voilà. Donc il demande si on veut importer les propriétés du fichier, donc on met oui. Donc il demande par défaut sur quel worksheet, donc je vois que si on met rien, normalement il se met sur la principale, et à partir de quelle cellule il commence. Donc on prend la première. Généralement ça sera les antennes de colonne. Je vais vous afficher en même temps le fichier pour que vous voyez à quoi il ressemble.
Donc il a pris, on n'a pas mis de worksheet, donc du coup il a pris le premier qu'il voyait. Donc il a commencé la cellule 1, donc il prend les en-têtes de colonne, il s'arrête du coup à la dernière valeur qu'il trouve. Donc là, il a pris les propriétés. Après, on lui dit, nous, on doit commencer à partir de la cellule A2, parce qu'en fait, sinon, il va reprendre les en-têtes et les créer comme valeur, donc c'est pas ce qu'on veut. Et donc, là, si on fait play, et ça ne marche pas. Ah oui, je sais pas ce que je l'ai ouvert. Voilà. Donc là, il a bien repris nos ID, nos types. Alors ça ne correspond à rien parce que c'était pour un autre projet, mais au moins on voit qu'il a bien récupéré les propriétés et les a bien liées à nos en-têtes de colonne. Donc on a également du file, si on veut utiliser quelque chose d'un peu plus générique, XML, JSON, ce genre de choses-là. Du grid, pareil, celui-là est assez sympa. Donc là on voit... il a récupéré les en-têtes qu'on avait au niveau du fichier Excel, mais on peut venir créer des propriétés ici et renseigner nous-mêmes les valeurs à la main. Voilà. Et donc, petite chose à juste bien penser, quand on remplit les données ici, en fait, elles sont pas encore, techniquement, elles ne sont pas encore utilisables. Il faut bien penser à cliquer sur Play pour en fait les faire basculer ici, c'est-à-dire qu'ici, il a généré nos données, et à partir de ce moment-là, on peut les utiliser. Mais tant qu'elles ne sont pas dans ce tableau-là, on peut pas s'en servir. Donc c'est juste un petit truc à savoir, parce que des fois, on a des variables qui sont liées à nos data sources, qui sont mises dans nos requêtes, et quand on lance la requête, vu qu'on n'a pas exécuté notre data step ici, il n'a pas généré les données, donc du coup la requête n'utilise rien, et donc elle plante. Ça évite des fois de perdre 10 minutes à comprendre pourquoi. Alors on peut aussi faire du Groovy, si vous voulez faire gérer vous-même vos données avec un script, du JDBC. Pareil. Alors la différence de Data Connection prend automatiquement une connexion existante. Salut. Et JDBC, il peut également prendre une connexion existante, ou alors on peut la créer nous-mêmes. C'est juste la différence entre les deux. À savoir que ce data source JDBC vient un peu se coupler à normalement on a un test step, voilà, une requête JDBC, et techniquement c'est à peu près la même chose. Donc un fichier, on peut également mettre du XML en entrée qu'on peut venir créer, ou du JSON. Donc voilà. Donc ça c'est un peu tous les data sources qu'on peut faire. Alors oui, chose importante, je vais supprimer ça. Tiens, je vais juste refaire un data source propre pour vous montrer un peu l'exécution. Je vais juste prendre mettre email. Donc là, j'ai fait un data source de type grid. Donc j'ai mis mes 3 propriétés email, nom, prénom, avec derrière les valeurs correspondantes pour chaque propriété. Et je vais tout de suite après. Hop, ouais. Et alors, pour pouvoir itérer sur ce data source, ce
qu'il est important de faire, de rajouter, c'est un data source loop. En fait, ce test step permet de boucler sur nos valeurs. Parce qu'en fait, là, lui, il va venir générer 2 lignes pour nos différentes propriétés, sauf qu'en fait, la requête va s'exécuter une fois, elle va s'arrêter. Le fait de lui mettre un data source loop, ça permet de reboucler sur notre data source. Donc on lui met bien ici qu'on prend notre data source, et en fait, on lui dit à quel endroit il doit venir reboucler. Donc nous, dans notre cas, c'est dans le add user. Et donc en fait, on voit, si on se met sur le test case, on voit techniquement ce qu'il fait. Donc là, il va générer ses données, faire sa première requête, passer sur la boucle, refaire une nouvelle fois la requête add user, et après il va continuer. Donc il s'arrête automatiquement au nombre de données générées. Donc vu qu'on génère dans notre cas que 2 lignes, il va faire 2 boucles. Hop, ça je vais dire non. Lui aussi. Alors, maintenant que nos données sont renseignées dans notre data source, on va venir les utiliser. Donc, pour ce faire, on va dans notre requête, donc on prend les champs qui nous intéressent. Donc là, techniquement, j'ai une propriété email que je veux variabiliser, donc je la supprime, et en fait, j'ai juste à faire un clic droit, get data. Alors, ce get data, c'est quelque chose qu'on a quasiment partout, que ce soit sur des requêtes, des assertions, normalement, c'est presque un truc qu'on retrouve systématiquement, et ce get data permet de venir se balader sur l'intégralité du projet. Donc là, par exemple, je suis sur mon test suite, mais si j'avais des variables globales qui étaient créées au niveau de mon projet, j'aurais pu les retrouver ici. Donc, mon test suite, je retrouve mon test case, qui est ici, et dedans, je retrouve toutes mes requêtes. Donc moi, je veux mon data source, et donc je retrouve les 3 propriétés que j'ai créées. Dans mon cas, je veux mon email. Et donc là, il va venir à chaque fois automatiquement pointer sur le data source, sur la propriété email, et récupérer la valeur de cette propriété à la ligne correspondante. Donc je fais la même chose après pour mes prénoms et noms. Je l'ai mis à l'envers, c'est pas grave. Et donc maintenant, je vais venir exécuter mon test case. Et donc forcément, ça ne marche pas, mais je pense que c'est uniquement lié à mes assertions. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est juste mon assertion qui est fausse, que du coup, il s'attendait à avoir comme le nom Toto, mais du coup, ça ne correspond pas, donc je vais juste l'enlever. Donc voilà. Donc là, il a joué mes 2 requêtes avec les données que je lui avais renseignées. Donc on retrouve bien ici oui, la brocante. Pour voir un peu au niveau de l'exécution, c'est comme je vous disais la dernière fois, on voit dans Transaction Log, et en fait, on voit ce qu'il a fait. Donc on voit qu'il a exécuté le test case, donc celui-ci se finit à fail à cause de mon assertion derrière. Donc il a généré une première fois le data source, donc il a créé mes 2 lignes. Et ensuite, il a fait ma requête add user, il a fait sa première boucle, et donc il est retourné sur add user, et donc il est repassé derrière, donc il a vu qu'il n'avait plus de ligne à faire, donc après il s'est arrêté. À savoir que ce fameux clic droit get data, c'est quelque chose qu'on peut venir faire, pas forcément qu'au niveau pour récupérer des valeurs dans des data sources, pardon. On peut aller même plus loin que ça. Par exemple, je vais déplacer mon test loop ici. Donc on voit qu'il va boucler plus maintenant sur le add user, mais je vais faire l'intégralité de mon test case et revenir ensuite au add user. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'à chaque fois quand on faisait le get user, il fallait qu'on modifie l'email à la main ou utiliser un vieil email qu'on avait déjà renseigné. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est faire donc clic droit get data. Donc on est de nouveau sur notre test case, donc on retrouve l'intégralité de notre test step. Donc on va plus sur notre test. Alors on peut aller sur le data source et récupérer l'email. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller sur la requête add user, récupérer la réponse. Donc il faut bien penser à exécuter la requête une première fois parce que sinon vous ne verrez pas de réponse. Et donc là on retrouve toute la réponse qu'on avait tout à l'heure.
Et ensuite, donc on retrouve ici notre propriété email. Ouais. Et donc on retrouve notre propriété email. Donc, on la récupère. Et donc lui, et donc cette requête va prendre à chaque fois automatiquement l'email qu'il trouvera dans la réponse du add user. Et ça, comme ça permet de lier en fait ces deux étapes et d'avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique. Ça évite de changer nos mails à chaque fois. Alors, je vais refaire un petit test. Je vais juste modifier mes emails sinon ils ne vont pas passer. Tac. J'ai pas l'insertion. Je vais juste mettre un truc pour qu'on puisse voir que ça marche. Je vais mettre un code de retour en 200. Hop, et on est reparti. Ouais, donc là on a le délai de 10 mois à chaque fois. Et voilà. Donc là il est reparti, donc il fait sa deuxième itération. J'ai pas compris ce que tu as fait. En fait, tu as joué une première fois la requête pour avoir les données et Ouais. ensuite tu as mis. J'ai pas compris ce que tu as fait après. Quand j'ai. Donc, attends. Après, tu vas chercher les données du résultat. Ouais. En fait, ce qu'on fait, c'est juste un transfert de données. Et ça sert à quoi? Alors, dans notre cas, on aurait pu passer directement par une data source, mais si je prends un cas sur, par exemple, API Order, où on fait une première requête de réservation, API Order ou OTA, on vient réserver une chambre, ta réponse, ça va être un ID de réservation. Quand tu veux modifier ou annuler cette chambre, il te faut absolument cet ID de réservation. Donc si tu le fais à la main, ça veut dire que tu fais une première fois ta réservation, tu t'arrêtes, tu récupères ton numéro, et après tu viens le mettre dans ta requête de modification ou d'annulation. Ça t'implique à t'arrêter pour le faire. Si tu veux le faire automatiquement, donc toujours dans ton assemblage de test ici, tu feras ta première requête qui va faire ta réservation. Ouais. Tu récupères l'ID qui sera en réponse de cette première requête, et cet ID-là, tu pourras le mettre en paramètre de tes requêtes de modification et de suppression. Et du coup, ça te permet de ne pas avoir à t'arrêter, à modifier ça à la main, et ça te permet d'enchaîner tout d'un coup. Et après, Pour tu faire peux... ça, donc je joue la première fois et c'est comme une variable alors, je récupère. Exactement, il s'en sert comme une variable. C'est un truc vraiment super intéressant parce que ce get data, on peut le mettre partout. Tu peux partout. me montrer la manip? J'ai la donnée dans mon fichier, donc après je vais dans... Donc là, ici, on a exécuté notre requête une première fois, on a l'ensemble de nos réponses. Oui. Moi, je veux, pour ma deuxième requête, pour mon get user, il me faut absolument ici un email. Oui. Donc, ce que je fais, clic droit, donc get data. Oui. Donc, je pourrais tout simplement prendre l'email de mon data source, ça reviendra au même, parce que dans notre cas, on peut le faire. Si, admettons, on avait, je sais pas, un email qui était généré complètement aléatoirement, on se positionne sur notre première requête. Donc, nous, on est sur get user. Nous, c'est la réponse du add user qui nous intéresse. Donc, on peut voir qu'on peut taper sur plusieurs éléments, également les propriétés qu'on avait mis dedans. Mais on peut également utiliser la réponse. Et quand on fait OK, on retrouve la réponse précédente. Donc là, je retrouve mon email. J'aurais pu prendre, par exemple, si la recherche se faisait sur le PMID, ça on ne le connaît pas à l'avance. Donc j'aurais pu prendre et le récupérer ici. Et donc, cette requête, à chaque fois qu'elle va s'exécuter, elle ira prendre l'email de la requête add user, elle ira ici dans la réponse, et elle ira après, ça c'est le XPath, on voit les différents nœuds, donc ce sera dans user, email, et le premier email du new email. Et donc ça permet de lier ces deux requêtes. Hop. Donc ça, c'était le transfert de données. Donc là, je vous ai montré au niveau du donc le data source, c'est à peu près le principal, que ce soit lui ou le step JDBC, c'est un peu ce qu'on a dit à chaque fois. On a également d'autres choses qui sont donc
le Groovy Script. Donc là, on peut venir créer un peu tout et n'importe quoi en termes de données. C'est notre imagination qui nous limite. On peut également faire un clic droit Get Data. Et comme tout à l'heure, je peux par exemple récupérer un élément de la réponse de ma requête à user. Par exemple le PMID. Tac. Donc ça, c'est le nom de notre variable. Alors, je le mets juste après. Et si par exemple tac. Et donc on voit ici par exemple qu'il a récupéré le PMID de mon user. Donc là, je m'en sers pour récupérer un élément, mais on pourrait créer n'importe quel élément, et juste à définir notre réponse et dire à quoi ça correspond, et le pousser en tant que variable sur un test case ou un test suite. Le fait de mettre une variable sur un test case, ça permet à l'ensemble des tests qui sont présents dans le test case de venir récupérer cette valeur. Si on la met au niveau du test suite, bon, c'est le même principe, sauf que ça s'applique à l'ensemble des test cases. Et si on la pousse carrément en tant que variable au niveau de notre projet, c'est l'ensemble des test suites et des test cases qui y ont accès. Ton Groovy Script, là, il te sert à récupérer. Alors là, c'est juste un truc tout bête, c'est qu'il va me récupérer le PMID de ma réponse à l'user. Et ça sert à quoi le Groovy Script en général dans... C'est pour générer des données ou faire des actions que tu ne peux pas faire avec des steps simples. Typiquement, créer un UID ou ce genre de choses-là, je crois que c'est pas forcément proposé de base. Ou créer une date par toi-même, c'est assez tordu. Tu peux le faire avec des data sources, sauf que la problématique qu'il y a derrière, c'est que tu ne peux pas lui dire à chaque fois parle de la date du jour. Tu lui mets une date de début, mais sauf que dans 6 mois, ça sera la date d'il y avait 6 mois. Le fait de passer par du Groovy Script, ça te permet par exemple de toujours prendre ta date du jour et créer des dates fraîches à chaque fois qui seront toujours d'actualité. Ah, tu lui définis la date J, c'est date du jour. C'est ça. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, Groovy Script. On a du... attends, je vais plutôt vous montrer sur autre chose. Voilà. Alors, je suis sur un autre projet. On a donc le data sync. Ça permet en fait d'extraire des données et de les mettre dans un fichier Excel. Donc pareil, j'ai le même principe, j'avais un test case où j'utilisais un fichier Excel pour créer mes données. Une première requête qui me permet d'ajouter un animal dans mon store. Je récupère l'ID de retour et après je fais juste un get pour vérifier que mon animal existe. Donc, hop, si je vous montre l'exemple. Le dernier, il a fait, c'est normal, mais ce que je voulais vous montrer. Donc là, il l'affiche. Il a récupéré, c'était pas l'ID, pardon, c'était le nom. Donc, le nom de chaque animal qu'il a inséré, on le voit ici au niveau du datalog. Et si je vais dans mon fichier, pareil, on verra aussi. Je vais Alors, il y en a plusieurs, c'est ces trois-là en fait qu'il a ajouté, ceux d'avant, c'est les itérations précédentes. Et donc, du coup, c'est bien ces trois-là qu'il a ajouté, et comme je lui ai dit en fait d'ajouter à la fin du fichier, il n'a pas écrasé ce qu'il y avait avant. Donc ça, c'est le data sync. Si vous avez besoin de sauvegarder des ID, des PMID, ce genre de choses-là, on peut venir les récupérer. Et dernier point, le DataGen.
truc par en bas. On peut utiliser un datagen si on veut créer des variables de 3 types, 4 types par exemple. Soit une liste, soit une variable de type number, soit un script, soit un template. Ce qu'ils entendent par template, c'est par exemple un template de fichier XML. Donc là, j'avais préparé par exemple ici une property number, où en fait, il va créer donc un chiffre qui sera entre 0 et 100, qui augmentera de 0,05 à chaque fois et qui aura un pattern suivant. C'est 2 digits, virgule 2 digits. Et donc, forcément, il ne marche pas. Ok, en fait, il est là, mais normalement, il va bouger. Bon, super. Ok, bon, il a tout simplement pas eu. Ah oui, si je fais ça. Ah, voilà. Là, je lui ai dit de prendre une valeur complètement aléatoire. Et donc, du coup, on voit qu'ici, il bouge à chaque fois. La deuxième propriété, elle, c'est une liste. Donc, en fait, on vient juste ajouter les différents éléments qu'on veut. Pareil, je lui ai dit que de prendre une valeur aléatoire. Et donc, on voit à chaque fois que cette valeur est Une question. Pour la valeur aléatoire, il prend une valeur aléatoire unique ou. Par exemple, moi, pour les requêtes de RESA, ouais. Il me faut un transact identifier qui doit être unique pour chaque RESA. Ouais, alors. Je voulais savoir si ça c'était unique ou. Ça, je l'avais fait du coup, mais je suis passé par du GroovyScript. Okay. Comme c'est un assemblage en fait d'éléments string et numérique, ça me semblait plus simple de le faire là-dessus. Ok. Donc je l'ai fait comme ça. Mais après, tu pourrais venir faire une. Encore non, même pas, parce que ici t'as pas de string. Donc, moi, le plus simple, c'était de passer par un script, c'était plus rapide de faire ça. Et donc notre propriété 3, qui est un template. Donc en fait ici par exemple je décris un fichier XML, en fait il vient de le générer. Donc là on peut voir que j'ai encore utilisé une propriété custom qui est mise ici au niveau de mon test case, et en fait il prend la valeur que je lui rentre. Si je la réexécute, il a repris ma nouvelle valeur. Et donc en fait, l'intérêt de créer ces propriétés-là, c'est qu'on puisse les utiliser derrière. Je ne l'avais pas fait là. Mais techniquement, si par exemple, je veux que mon animal ait par exemple un nom de fruit, je peux retrouver ici. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, les propriétés custom, donc là, il va prendre la valeur qui est indiquée au niveau de mon test case. Hop, non, je suis custom properties, voilà. Ou alors, donc, prendre les valeurs que j'ai créées dans mon datagen. Je retrouve mes 3 ici, et donc je crois que c'était celui-là pour la liste. Voilà. Donc ça, c'était un peu tout ce que j'avais à vous montrer sur la partie gestion des environnements et jeux de données.